Hello à tous, hello Elodie, hello Alex, comment ça va? Salut Claire. Bonjour. Vous êtes au taquet parce que c'est notre tout premier, en tout cas sur l'industrie qui fait envie, tout premier format de ce type en live, live podcast. Donc bienvenue à vous aussi. Voilà, bienvenue, c'est beau, bravo la technique. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez, surtout dans le chat. On est là pour partager, vraiment. Donc n'hésitez pas à interagir, commenter, poser vos questions. Je pense que Alex, Elodie, on est tous d'accord là-dessus. Carrément. Tout à fait. Bon, alors, déjà, on a une petite routine ici, Alex, tu la connais. Je te propose qu'on soit sympa pour cette première d'Élodie sur le podcast. C'est toi, qui va commencer par répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Un mot, parce qu'on est 2, enfin vous êtes 2 invités, donc une question, un mot. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me révolte et qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'anime? Découvrir. Qu'est-ce qui me révolte? Les inégalités. Et qu'est-ce qui me fait peur? Le temps qui passe. Waouh! OK, tout de suite, on est dans des sujets, philosophiques. Bon, on va pas avoir le temps de tirer les ficelles. Bonjour Léopoldine, bonjour Aurélia, vous nous rejoignez. Bienvenue. Élodie, à ton tour, c'est ton baptême du feu. Alors qu'est-ce qui t'anime, te révolte, te fait peur? Eh bien, un peu, comme Alex, qu'est-ce qui m'anime? Je dirais, l'humain. Qu'est-ce qui me révolte? L'injustice. Et qu'est-ce qui me fait peur? Je dirais la bêtise. Mmh, OK. Eh bien, merci à vous 2. Franchement, chapeau, c'est pas si facile de répondre un mot, bravo pour l'exercice de synthèse. Alors ici, on est donc sur le podcast L'industrie qui fait envie. Le but, c'est évidemment de parler d'industrie, d'attractivité. On va donc décortiquer dans ce live les enjeux RH de l'industrie, en tout cas sur 2026, mais probablement les années à venir. Mais avant qu'on attaque, je vais vous laisser l'un l'autre vous présenter. Je vous fais 15 présentations assez restreinte parce que quand même, les 10 enjeux, on va avoir pas mal de choses à se dire. Élodie, baptême du feu, à ton tour cette fois de répondre la première. Qui es-tu? Que fais-tu? Donc je suis Élodie, je travaille donc chez SVP dans la branche SIRH. Je suis responsable du service qui met en place des outils de, gestion des temps, de l'activité ou des outils, SIRH, qui sont destinés donc à simplifier et à fluidifier et digitaliser les processus RH de tous nos clients. Et donc je suis au sein d'un service qui paramètre, les dossiers, que ce soit pour la paye ou pour tout ce qui est logiciel SIRH. Voilà. OK, très clair, merci. Alex, à ton tour. Donc moi, je suis le cofondateur d'Empowill. On est une solution RH spécialisée sur le sujet de la gestion des talents et des parcours collaborateurs, et notamment dans des secteurs comme l'industrie. Mais on aime bien tous les secteurs terrain en général, mais effectivement, on a un prisme assez fort sur l'industrie. Et puis, bah, hyper content d'être là parce qu'en fait, on est aussi partenaire avec SVP, partenaire avec Claire. Enfin, voilà, moi, je suis très content d'être là, entouré de personnes qui sont dans cet écosystème, et je trouve que ça illustre bien ce qu'on aime faire sur ce secteur, à savoir, mettre en commun des gens et des idées pour essayer d'être tous ensemble meilleurs. Effectivement, je prends ta balle au bond. Nous sommes, tous, partenaires ici autour de la table, Empowill, SVP et Be Wanted qui est, mon propre cabinet. Partenaire de quoi? Partenaire des trophées de l'industrie qui fait envie. On est sur la dernière ligne droite puisque là, vous avez jusqu'à vendredi si vous êtes RH ou dirigeant pour déposer votre dossier de candidature. Vous avez 5 catégories de trophées. On vous mettra le lien dans le chat. Et surtout, on a aussi lancé donc une grande étude. Merci à SVP d'ailleurs pour ça. Donc, on va vous mettre ces 2 liens parce que vos retours extrêmement précieux pour justement creuser le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, les enjeux RH de l'industrie.
Vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on attaque directement dans le dur comme ça? On attaque, hein. On attaque. Allez, on attaque, vous êtes prêts? Bon, Élodie, c'est ton baptême du feu. Je t'invite donc à commencer. Tu as Parfait. normalement, en tant que bonne élève, préparé tes 3 petits papiers. Yes. Tu vas piocher le premier enjeu RH de l'industrie. Suspense, Alors, roulement de tambour. alors le premier, on commence fort, c'est l'enjeu de la fidélisation, donc un tiers des périodes d'essai rompues par les salariés, notion de volatilité extrême, notamment de la Gen Z. Donc la question, c'est comment engager sans culture claire et engager. Eh ben, la question, la réponse plutôt, c'est que, à mon sens, on ne peut pas engager sans culture claire d'entreprise, engager. La culture d'entreprise, c'est un peu comme la culture d'un pays ou la culture d'une communauté. C'est un ensemble de règles, un ensemble de codes, un ensemble d'histoires à se raconter, à écrire et à réécrire. Donc, à mon sens, en tout cas, c'est extrêmement complexe de vouloir ou de souhaiter fidéliser ses collaborateurs, hein, la Gen Z en particulier, mais c'est valable pour l'ensemble des collaborateurs, sans culture claire d'entreprise. Et la culture d'une entreprise, ça passe évidemment par un CODIR et ça descend tout le long de la ligne managérielle pour ensuite ruisseler jusqu'aux collaborateurs. Donc la Et réponse, c'est un non. c'est un non ferme et Tout définitif. à fait. Et alors, est-ce qu'on peut creuser un peu? Moi, j'aime bien tirer les ficelles, donc creuser un peu les sujets, voilà, l'engagement, fidélisation. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous voyez dans le quotidien sur ces sujets-là? Tu vois, ça me fait penser, pardon, je réponds moi-même à mes propres questions. Ça me fait penser, hier, j'avais une discussion avec une DRH d'un groupe industriel agroalimentaire et justement, elle me disait, mais nous, c'est back to basic. On a des soucis d'attractivité, on est en 3-8, etc. Et en fait, on retravaille vraiment justement notre communication interne, stratégie d'engagement, de valorisation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on s'est un peu perdu à surintellectualiser le sujet de l'attractivité, de la marque employeur à tout prix et parfois au détriment finalement de l'engagement, de la fidélisation? Je m'emballe tellement, mais qu'en pensez-vous? Alex, tu as le droit de Vas-y, rebondir, Elodie. hein, allez-y. Vas-y, Elodie, si tu veux. Oui, alors c'est effectivement, après ça dépend aussi ce qu'on entend par attractivité, et derrière qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour effectivement, fidéliser ses collaborateurs, leur donner du sens. Alors c'est aussi, des sujets qui moi m'animent, hein. C'est vraiment, notamment sur les Gen Z, mais pas que. C'est, est-ce qu'on leur apprend un métier ou est-ce qu'on leur, donne la consigne pour exécuter des tâches? Et effectivement, la mission aujourd'hui des entreprises et plus particulièrement dans l'industrie, c'est aussi d'aller au-delà de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a la société, la sienne, et puis la société avec un grand S. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Je pense qu'on a aussi voulu mettre beaucoup de choses en place, notamment voilà j'en sais rien, des baby-foot ou des choses pour un petit peu voilà, égayer le quotidien des collaborateurs, mais c'est pas ça forcément qui va faire que le collaborateur va se sentir bien dans l'entreprise, qui va donner du sens à son travail, qui va vouloir effectivement rester, y voir son intérêt, entrevoir des possibilités d'évolution, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais pas forcément avec une vraie stratégie ou une vraie réflexion derrière. Euh, et c'est ça, tout ça qu'il faut repenser en fait. Peut-être aussi, comme tu disais Claire, se simplifier les choses ou en tout cas faire un petit pas de recul pour vraiment se poser et aussi, comme tu disais Alex, descendre sur le terrain pour voir vraiment entendre ce dont les collaborateurs ont réellement besoin pour mettre en place pour eux. Ouais, Tu as envie de c'est réagir? exactement Ouais. ce que j'allais dire, Elodie, je suis hyper d'accord avec toi. Hem, oui, ça passe et ce que tu disais, Claire, en fait, ça passe par de la proximité aussi beaucoup. En fait, une équipe RH sur le terrain, des managers, qui connaissent leurs collaborateurs, qui prennent le temps, des équipes RH qui ont cette proximité,
Oui, carrément. Et moi, je voulais rajouter je pense que la culture, évidemment, joue beaucoup. Je pense que l'employabilité joue aussi énormément. Nous, forcément, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, mais pour moi, il y a un paradoxe là-dessus. Et l'une des meilleures manières d'engager les gens, c'est de leur donner toutes les armes pour qu'ils puissent être autonomes ailleurs. Et vraiment, on voit ce truc de, en fait, plus on forme, plus on donne des perspectives et plus on développe l'employabilité, donc plus on leur donne les moyens de se barrer, concrètement, plus les gens sont reconnaissants et Et plus on ils vont va rester. valoriser ça et plus ils vont rester. Et donc effectivement, culture à fond, employabilité, en vrai, intéressant à creuser. OK. Enjeu numéro 2, roulement de tambour. Tuc, tuc, tuc. Alex? Comme Alors, ça, on pioche chacun tour. carrément, moi, j'ai pas du tout compris la consigne, j'ai 10 post-it. En fait, j'ai fait tous les post-it. Du coup mais attends, Bon, Alex, c'est le mauvais élève. Alex, tu veux que je te redonne tes enjeux à toi? attends, bombe à retardement? Il y Ouais, avait ça, non? compétences. Compétences. Yes, exactement. Et attends, l'intitulé exact, Oui, c'est pas c'était grave, 50 hein. des actifs partent d'ici 2030. Êtes-vous prêts? Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. On y est. Mauvais élève, mais juste élève à la bourre. Ouais, bon quand même. T'inquiète pas, c'est pas grave. Total impro. Voilà. Oui, carrément, énorme sujet, des compétences. Pour moi, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Il y a déjà, je pense que, on a fait l'erreur de croire que, enfin, on a mal considéré la question des compétences. Il faut surtout pas essayer de tout documenter. Il faut pas, en fait, et on a fait l'erreur de se dire qu'il fallait avoir des process ISO carrés, des référentiels de compétences hyper exhaustifs. Non, en fait, aujourd'hui et vu le sujet, à quel point il est urgent, il faut pas chercher à cartographier de manière extrêmement exhaustive parce que ça ne marche pas, c'est très compliqué et on passe toujours à côté de choses, on est toujours les trous dans la raquette et il faut plutôt parer à l'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sur ce sujet-là, la réflexion que j'ai envie de partager, c'est plutôt que de tout cartographier, posez-vous la question de: «OK, aujourd'hui, si jamais il y a 3 personnes qui se barrent, c'est quoi mes risques? C'est quoi les compétences qui vont faire défaut, qui sont irremplaçables? C'est quoi mes points critiques?» Donc et je pense qu'on a trop souvent cherché à avoir une démarche d'exhaustivité, là où aujourd'hui, vu la situation, il vaut mieux avoir une réflexion de: «OK, je vais chercher mes points de danger et je vais travailler sur ces points de danger. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit dans les organisations, vraiment, il y en a plein qui ne sont pas prêts à avoir effectivement ces départs. Il faut être conscient que les temps de tuilage, ils sont vachement plus compliqués Mmh. à mettre en place de manière longue. Globalement, ils sont de plus en plus rapprochés, voire des fois, ils n'existent pas. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Moi, ce que je vois, c'est pareil sur le terrain, c'est le mythe un peu de l'expert formateur, d'avoir Ouais. cette idée que les excellents techniciens vont faire des bons pédagogues, alors que non, ça marche pas. Et du coup, effectivement, quand on s'appuie là-dessus pour transmettre des compétences, ça marche pas toujours. La dernière idée que je pense est importante là-dessus, c'est il faut lisser les départs à la retraite et vraiment prendre du recul, en se disant: «Bah, en fait, plutôt que de dire: "OK, la personne, elle part tant et le jour où elle est partie, il va falloir que je la remplace"», non, en fait, prenons du recul, en anticipons. En fait, il va y avoir une période de transition qui peut s'ouvrir, et voire même qui peut, se faire progressivement aussi sur le départ à la retraite. En fait, c'est vraiment Ouais. de l'anticipation. Plus on va anticiper, plus on va faire une transition douce et commencer à transmettre des compétences petit à petit, moins il y aura de risques de, rupture et de falaise et de saut dans le vide au moment des départs à la retraite. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit pour poser un peu de cadre chiffré. Tu sais que j'ai une passion pour les chiffres. Donc, tu l'as dit, on a 50% des actifs de l'industrie qui partent en retraite d'ici 2030. Aujourd'hui, pour les engagements en termes de réindustrialisation qui ont été pris, bon, verbalisés en tout cas, c'est 15% du PIB généré par l'industrie d'ici 2030. Aujourd'hui, on est à un tout petit peu moins que 10. Pour y arriver, ça veut dire qu'on va devoir recruter 130 000 personnes par an, hein, sur les métiers industriels. Aujourd'hui, on en recrute on a 60 000 postes déjà vacants.
On forme 120 000 personnes par an au métier de l'industrie jusqu'au bac+3, sauf que sur ces 100 000, il n'y en a que 50% qui travaillent dans l'industrie. Donc voilà, les chiffres sont pas bons. Les enjeux de compétences, donc avec tout ce que je vous évoque, sont réels. Et la durée pour créer une nouvelle compétence est de minimum 18 mois. Et la volatilité des compétences est elle aussi de 18 mois. Donc, on a un panorama qui fait que, pour moi, on est sur l'urgence numéro 1 parce que les compétences et nos savoir-faire industriels, c'est directement relié à nos enjeux de souveraineté industrielle et à nos enjeux de réindustrialisation. Voilà, je me suis tellement emballée, Ouais, non, mais j'adore ce sujet. merci pour Alex, la tu mise le en sais. contexte. J'aurais dû commencer par ça. Non, mais t'inquiète pas, je suis garde-fou de l'épisode. Et on enchaîne, je vois le timing qui file. Élodie. Élodie, M'en on voit suivant, comme m'en vous. suivant. Et allez, Élodie. Alors, sujet éminemment intéressant également, digitalisation et intelligence artificielle. Ah, alors, Accélération. est-ce que d'après toi, parce qu'on en parle partout, j'avoue que je suis un peu fatiguée d'entendre parler de partout, mais en même temps, on en a besoin. Est-ce que tu penses que c'est un enjeu majeur et tu le classerais dans nos 10 enjeux? Toi, tu le classerais à peu près à quel niveau, tu vois? Pas facile comme question, hein, désolée, je l'avais pas prévu. C'est pas facile parce qu'il concerne, à la fois les entreprises, mais tout un chacun. Je dirais pas qu'il est prioritaire pour moi aujourd'hui. Je pense qu'effectivement les questions de compétences, de stratégie, de culture au sein des entreprises et par rapport à ce que tu disais juste avant, oui, réindustrialiser le pays avec des impacts économiques, c'est quand même clairement un enjeu qui pour moi est le plus important. Après, voilà, l'IA pour moi c'est pas, c'est une révolution oui, mais j'ai pas mal de recul par rapport à ça, où je me dis que ça reste quand même un outil qui est certes extrêmement performant et qui permet de gagner beaucoup de temps, notamment voilà au RH, aux fonctions RH, mais derrière, pour autant, voilà, des révolutions on en a connu. On a connu Internet dans les années 2000. Bon bah le monde s'est pas écroulé et on a juste appris à sourcer nos informations différemment, ou en tout cas à les traiter et à vérifier d'autant plus les sources. Et donc aujourd'hui, c'est toujours pareil, on a des sources, on a un moyen d'avoir accès à ces sources qui est différent, qui va plus vite, qui est plus performant. Mais derrière, en tout cas à mon sens, il faut toujours garder le fait qu'il y a bien intelligence dans IA et ne pas oublier de replacer toujours l'humain au cerveau, le cerveau de l'humain, pardon, au centre des sujets. Mais j'ai quelques petits chiffres aussi à vous donner, parce que si tu aimes bien les chiffres, eh ben, j'en ai. Vas-y, donne-nous des chiffres, là, tu me Voilà. fais plaisir. Mais effectivement, il y a eu une vraie, on va dire, prise d'assaut de l'IA, où tout le monde s'est un peu dit bon, il faut que j'y aille parce que clairement là j'ai pas le choix. Donc en 2023, il y avait que 57% des DRH qui voilà, s'en servaient, ou en tout cas s'y intéressaient et l'incluaient dans leur pratique quotidienne. Et aujourd'hui, il y a plus que, en 2025, si je prends les chiffres de l'an passé, plus que 15%. Donc on est effectivement sur voilà un essor de l'inclusion de l'IA dans les pratiques quotidiennes. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a 9 DRH sur 10 qui l'utilisent au quotidien pour tout ce qui est traitement de texte, traitement de mail, voilà, rédaction, on va dire, pour aller plus vite. Puis 8 DRH sur 10 qui, eux, vont l'utiliser pour faire de la recherche d'informations via des sources croisées. Et puis derrière, maintenant, avec presque 50%, finalement, tout ce qui est rédaction de documents, donc notamment des contrats de travail ou des choses comme ça. Voilà. Mais écoute, merci pour ces chiffres que je méconnaissais. En fait, je me rends compte que moi, je n'ai pas pioché mon propre. Oui. Voilà, Élodie, j'ai envie de te faire parler, tu vois. On découvre un peu, toi et moi. Donc, pas de problème. Je me suis laissée emballer par la spontanéité de l'échange.
Moi j'ai 3 post-it. En clair, il faut que j'en choisisse un. Allez, je vais prendre l'écosystème, territorial. L'écosystème territorial, c'est pour moi, c'est un vrai sujet d'attractivité, qui est parfois sous-exploité. Alors si, je donne, des exemples, moi j'ai un territoire, local qui est extrêmement, dynamique, mais qui a aussi la particularité d'avoir beaucoup de donneurs d'ordre, c'est assez compliqué pour, les plus petits ou les sous-traitants ou les co-traitants, de trouver un peu leur place et de pouvoir mailler en fait ce territoire. Donc il y a aussi beaucoup de compétition, mine de rien, sur les compétences justement qu'on recherche. Il y a des enjeux de mobilité qu'il faut travailler et il y a des enjeux de logement, évidemment. Tous ces enjeux-là sont des enjeux territoriaux et très locaux. Il y a le maillage avec les différents partenaires, avec les institutions locales. À mon sens, c'est souvent, je trouve, en tout cas, je parle de mon territoire proche ou département limitrophe que je connais très bien, je trouve que ce sont souvent les grands groupes, les donneurs d'ordre qui sont très promoteurs sur ces enjeux territoriaux, alors que finalement, je suis DRH dans une plus petite structure. J'ai aussi tout intérêt à me rapprocher de mes partenaires, à me rapprocher de mes élus possiblement, de me rapprocher en tout cas de ma municipalité, parce que travailler sa mobilité, travailler l'accès à son site industriel, très souvent, c'est une vraie problématique, hein, parce qu'on ne veut pas d'industrie en centre-ville. Donc, les industries sont souvent très éloignées des centres-villes, donc difficile d'accéder avec des moyens, en tout cas de mobilité douce. Parfois, on ne peut pas prendre son vélo pour aller sur un site industriel parce que c'est trop dangereux. On n'a pas de ligne de bus, on n'a pas de ligne de tram, les crèches sont éloignées, etc. Donc, c'est tout un, un, un tas d'enjeux, en tout cas, qui vont faire qu'on a intérêt à mailler le territoire, à se rapprocher aussi, par exemple, de, je sais pas, Cap Emploi, de la GFIP, l'AMIR locale, tout ça pour faire rayonner, en tout cas, son entreprise et devenir un acteur incontournable et désiré, en tout cas, de son territoire. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Désolée, j'ai pas de chiffres. Je suis pas experte Comment de ça? l'histoire. Non, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres. Par contre, je suis en train de préparer une série d'enquêtes sur justement les territoires qui font envie, comment je fais mon teasing. Trop intéressant. Mais ouais, voilà. Et en tout cas, je pense que les DRH sont pas suffisamment proactifs, voilà, sur ce sujet-là, qui pourtant est essentiel. Mmh. Vous avez le droit de réagir, hein. Je veux pas monopoliser le Pas de chiffres non plus sur la mobilité, malheureusement. non, Mais hyper, non, mais hyper non. d'accord. Enfin, moi, je le vois aussi vraiment, des clients un peu partout en France. Et on voit à quel point les échanges sont aussi vachement plus, enfin, des RH de la même région qui partagent les mêmes enjeux sur le même bassin d'emploi, ont aussi beaucoup de choses à échanger sur la manière de recruter, sur la manière de les avantages salariés à offrir, et cetera. Et donc oui, ma reco aussi, ce serait effectivement, l'ancrage local. Vraiment en tant que RH et en tant que DRH, l'ancrage local pour échanger avec des pairs, je pense que c'est aussi une excellente manière Bien sûr. de peser parce que tu l'as dit, les gens ont du mal à s'emparer de ces sujets-là. C'est des sujets qui sont éminemment politiques. Enfin, j'ai donné un cours à Limoges il n'y a pas longtemps et je parlais effectivement avec un DRH qui disait bah oui, on bataille pour que le train continue de faire ses allers-retours. Mais plus on est nombreux, plus on arrive à aussi s'emparer de ces sujets politiques qui sont lourds. Tu vois, on a une remarque d'Aurélia, et Aurélia, tu as parfaitement raison, qui nous dit que les DRH dans les industries en PME sont très polyvalents et c'est complexe d'être partout. Je pense qu'on est tous d'accord. Évidemment, vous pouvez pas tout faire, et là, on est sur des enjeux qui sont possiblement pas prioritaires. Et encore une fois, je pense que prioritaire par rapport à quoi? La question, c'est ça. Qu'est-ce que je place comme prioritaire? Tout dépend de votre stratégie, de votre feuille de route, et voilà, des prios en fait, du moment. Évidemment, aujourd'hui, c'est facile de dresser un tableau de Yaka Faucon, et vous, en tant que RH, DRH, vous avez tout ça à faire. On ne veut pas être dans un discours ni moralisateur, ni
enfin, ni inquisitateur? Non, j'ai un Inquisiteur. doute, j'ai un doute. Ouais. Inquisiteur. Inquisiteur, hein? Ouais, voilà. Merci. Donc la question s'est raccrochée, je pense, dans chacun des 10 enjeux qu'on va aborder. La strat, quelle est la strat? Quels sont les enjeux prio du moment, quoi? Voilà. Mais merci Aurélia, tu as parfaitement raison et c'était essentiel de le rappeler, vous êtes au four et au moulin. Heu, ensuite, à qui le tour? Alex? Ouais. Organisation du travail? Ouah, j'adore ce sujet. Vas-y. Alors, attends, je cherche l'intitulé «L'héritage du taylorisme, Fordisme convainc-t-il encore les collaborateurs? Comment réinventer l'organisation sans perdre l'humain?» C'est qui a écrit ça? C'est beau. C'est ouais, Pardon. écoute, elle s'appelle Claire, elle est hyper forte. En vrai, très, très vaste sujet. Moi, j'avais un peu envie de vous plonger dans 2, dans un truc un peu schizophrène, qu'on peut observer sur le terrain, dans 2 sujets. Le premier, c'est, on imagine des collaborateurs aujourd'hui, qui vivent dans un monde hyper moderne, qui ont des smartphones, qui ont les dernières applications, qui sont vraiment sur un monde où la technologie va hyper vite, qui utilisent potentiellement de l'IA dans leurs sujets perso et cetera, qui se retrouvent sur le terrain dans leur métier à potentiellement avoir des entretiens papier, vraiment des applications ultra datées, etc. Donc déjà, il y a un peu ce premier, cette première dichotomie entre ce que les salariés vivent dans leur perso et vivent au travail. Et je pense que déjà, ça peut être un sujet de tension. Deuxième sujet de tension, entre eux, il y a plein de problématiques autour du télétravail, autour de la mobilité, autour des nouvelles manières de travailler. En fait, quand on est ouvrier, qu'on bosse dans l'industrie, en fait, ça nous touche potentiellement pas du tout. Et c'est pareil, ça peut être un élément de frustration. Et je pense que ces 2 éléments qui, parmi d'autres, illustrent à quel point, oui, il faut impérativement repenser l'organisation du travail qui n'est plus du tout adaptée à ce qu'elle était et parce que vraiment le monde autour a changé. On pourrait parler de plein d'autres choses, on peut parler de rapport du sens au travail, on peut parler des rapports hiérarchiques, et cetera. Mais je pense qu'il y a Ouais, les énormément de rythmes. choses. Voilà, du Tu vois, rythme. je pense que beaucoup, pareil avec la DRH là que j'ai eue hier d'un groupe agro, tu vois, on parlait de ça. Elle me dit: «Mais tu vois Claire, nous on tourne encore 3/8 et je remets tout en question». Mmh. Parce que, le 3/8, est-ce que ça convainc des collaborateurs? OK, ça paye bien 3/8. Enfin, on va tous être d'accord pour ça. Les salaires sont attractifs en 3/8, mais à quel prix, en fait? Il y a le coût derrière de la santé. Aujourd'hui, on a aussi des moyens de grâce à, la robotisation, grâce à l'automatisation, on a possiblement des moyens de retravailler ça, bouleverser un peu cet héritage. Je pense aussi que dans l'héritage du Fordisme et du Taylorisme, on a l'image, tu vois, du travail à la chaîne, un peu, enfin qui est pour le coup différent du toyotisme, mais c'est pas la même philo. Mais tu vois, l'héritage de vraiment de ce travail à la chaîne, qu'on est plus efficace en se concentrant sur une seule tâche. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ça. Moi, je le vois Ouais, encore trop dans des industries qui sont encore organisées de cette manière-là, avec un management aussi assez daté, des couches et des couches ouais. de management qui viennent, je pense, étouffer l'épanouissement et des salariés, Mmh. des collaborateurs, quoi. Et justement, tu voulais Élodie, tu voulais? Non. Ouais, ouais, non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Je pense que c'est intéressant de regarder aussi, au niveau des puissances mondiales, heu, parce qu'effectivement après-guerre, on a reconstruit le pays, après la Seconde Guerre mondiale où on a vraiment mis en place un certain nombre, de modèles, qui, à aujourd'hui, comme tu dis Claire, sont extrêmement datés. Et effectivement, hein, la notion de 2/8 et de 3/8, hein, c'était vraiment les années 20, enfin donc c'était il y a un siècle. Et effectivement, on voit en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est vraiment, voir un petit peu effectivement qui a conservé encore beaucoup, de 3/8, de 2/8, qui, effectivement a automatisé ou remplacé un certain nombre, d'actions, pour favoriser, un épanouissement au travail, mais aussi, renforcer, la QVT, renforcer, tout simplement la santé mentale parce que psychiquement, dormir en décalé, c'est un peu,
voilà, su et reçu que, ben oui, tu te fatigues beaucoup plus vite et à 50 ans, tu commences un petit peu à ne plus du tout avoir envie de faire ce travail que tu aimais tant il y a 30 ans. Et donc c'est toutes ces questions-là aussi qu'il faut rechallenger, qu'il faut vraiment, s'adresser correctement. Oui, effectivement, je pense que dans les secteurs de l'industrie, et comme tu disais tout à l'heure Alex, quelqu'un qui travaille, sur une machine postée toute la journée, il regarde un collègue, sa femme, son voisin qui lui dit: «Oh bah moi, je suis en télétravail 3 jours semaine». Ouais, ça commence à piquer, ouais. Et je réagis après Alex, je te laisse causer. Prenons l'exemple de Toyota. Toyota qui n'est pas du tout sur le même modèle et la même philosophie. C'est vrai que nous, culturellement, c'est l'héritage du taylorisme, hein, en France. Toyota n'est pas du tout sur ce même modèle. Pourtant, ils ont des usines évidemment en France. On les aime. Et Toyota, il faut savoir qu'ils sont le premier constructeur au monde depuis des décennies, au moins 15 ans. Je n'ai plus le chiffre exact. Mais Ça fait 2 une décennies. fois, voilà, c'est une indication, on va dire. Mais en tout cas, ils sont top 1 depuis hyper longtemps. Donc, on a d'autres modèles qui fonctionnent, qui font leurs preuves. Bon, OK, il peut y avoir la culture japonisante derrière. Pour autant, ça marche aussi en France. Voilà. Je trouve que c'est un bel exemple pour illustrer. Ouais, carrément. Et ouais, moi, l'idée que je voulais rajouter, c'est, je pense qu'il y a un switch à faire aussi dans la en fait, si on reprend en vrai, même, toyotisme et fordisme, il y a un côté, on différencie ceux qui pensent le travail de ceux qui le font. En fait, Mmh. il y a vraiment, il y a un cerveau qui organise le travail, qui organise la chaîne de prod et cetera. Puis après, il y a ceux qui font, qui n'ont pas leur mot à dire sur comment est-ce qu'on s'organise. À mon avis, aujourd'hui, l'enjeu, à retravailler, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on responsabilise aussi de plus en plus les gens qui sont au plus proche du terrain, parce qu'en fait, c'est eux qui ont potentiellement, avec les nouvelles manières de travailler, le plus de possibilités d'effectivement optimiser les chaînes de production. C'est eux Clairement. qui ont la meilleure perception du terrain, la meilleure perception des machines. Et du coup, c'est plutôt à eux, c'est eux qu'il faut augmenter en leur donnant les bons outils, les bonnes nouvelles machines, l'IA, la robotisation. C'est à eux qu'il faut donner ces outils-là pour que ça devienne eux qui, effectivement, au plus proche du terrain, améliorent les manières de produire. Et je pense que c'est vraiment Et c'est de la manière philo de très macro. Toyota, hein. C'est ce Exactement, qui c'est clairement, exactement. c'est la philo de Toyota avec le cercle d'Ono, Voilà. ouais, OK. Donc Ben, décaler l'intelligence de où est-ce qu'on pense la manière de travailler. OK, timing, je suis très mauvaise en timekeeper, mais j'essaye de faire le job. Moi, j'ai pioché, diversité. Yeah, Diversité, bon, ouais. On est excellent. ouais, on est sur un thème évidemment, hyper essentiel. Bon, les constats, on se le disait, on a, 60 000 postes vacants par an, en France, des enjeux de recrutement qui vont, augmenter, drastiquement dans les années à venir. En fait, juste factuellement, on n'a pas le choix. Je pense que déjà, c'est le premier point qu'il faut poser. On n'a pas le choix que d'amener davantage de diversité. Alors la diversité, c'est un sujet qui est hyper large et qui peut pas être traité, je pense, de manière, légère. Déjà, je pense qu'il y a des vrais enjeux de féminisation, hein, de l'industrie. On est sur, seulement 30 de femmes dans l'industrie. Alors peut-être un peu plus, mais quelque chose comme ça. En tout cas, on n'est même pas à 40 de femmes dans l'industrie. Donc voilà, déjà, on a un vrai rééquilibrage à faire. J'écoutais un épisode des Grandes Gueules. Merci à mon mari qui me fait suivre, on n'écoute absolument pas les grandes gueules, mais parfois, quand les sujets m'intéressent, il me fait suivre ça. Et donc, c'était sur le désamour des femmes et de jeunes filles autour des maths. Donc, déjà, juste la mixité, diversité aussi et inclusion. Moi, j'ai de très beaux exemples d'entreprises, notamment reçus sur le podcast. Je pense très fort à la fondation Amipi, qui travaille sur l'inclusion des personnes en situation de handicap
cognitifs qui ont des performances absolument incroyables, et qui sont une vraie entreprise industrielle, quoi. Donc, allier, inclusion et performance industrielle, c'est possible. Je pense aussi à Recyc Matelas. Je vous invite à voir également leur modèle. Eux, ils travaillent à, réinsérer, en fait, pendant 2 ans, des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, différentes typologies, mais en tout cas très éloignées de l'emploi. Je sors ce matin même d'un rendez-vous avec les aides de production. Eux, ils accompagnent des jeunes en difficulté scolaire au métier, par exemple, de la chaudronnerie, de la soudure, enfin de plein de métiers différents. En fait, des initiatives comme ça, bah, ça va être essentiel pour, parler de notre industrie, pour montrer que c'est accessible à toutes et à tous, peu importe nos horizons, peu importe notre nationalité. Voilà. Pareil, je me suis encore emballée, mais j'essaie d'illustrer par, des exemples, en tout cas, dont j'ai connaissance et il y en a plein, plein d'autres. Et Vous avez le droit d'un ça a des énormes impacts, que ce soit enfin, c'est vraiment moi je le vois pareil chez des clients, c'est pas que un enfin, ça a des impacts sur la productivité, ça a des impacts sur l'engagement, c'est des collaborateurs extrêmement engagés et ça engage les collaborateurs de voir qu'ils sont dans une organisation qui investit et qui s'empare de ces sujets-là. ouais, tellement. C'est voilà, c'est vraiment, c'est en plus, c'est des métiers qui attirent quand ils sont bien marketés. Je pense qu'on va en parler sur le sujet de l'attractivité, mais c'est aussi c'est une manière d'attirer des viviers. Enfin, je pense que c'est effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Et créer des rôles modèles. Ouais, exactement. Tu vois? Comment on peut s'identifier en tant qu'individu si pour le coup, on n'a pas de rôle modèle? Enfin, c'est pas possible, en fait. Mmh. OK, OK, il nous reste combien d'enjeux? Il me reste un papier, il vous reste combien de papiers, vous? Ah aussi. OK, on est pas mal en timing. Élodie, à son tour. Allez, c'est parti. Le management. Ah! Maillon sous pression. Managers, nommés pour leur expertise, technique ou, des managers, formés en management? Excellente question, que j'aime beaucoup en étant manager moi-même, et la réponse est effectivement, pas simple. Je pense particulièrement, effectivement dans le secteur de l'industrie. On a tendance à recruter, souvent pour répondre à des besoins opérationnels, qui doivent être rapides, voire immédiats, et on fait évoluer, très souvent des collaborateurs qui ont une excellente expertise technique, qui sont là depuis longtemps, qui ont donc une bonne ancienneté, mais qui malheureusement n'ont pas, les compétences, managériales, de leadership, de coordination d'équipe, de prise de hauteur et cetera. Et donc, souvent, peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi un peu cognitif? Et c'est ce que tu partageais tout à l'heure, Alex, hein, c'est pas parce qu'on a, un très bon expert que ça va être, quelqu'un, qui est, capé, pour, former ou pour accompagner et qui a des qualités, pédagogues. Beh, là, c'est exactement la même chose pour le management, et c'est, pour moi un vrai enjeu effectivement parce que je pense que souvent, un chef d'entreprise se dit que ça va lui coûter de l'argent de former, son collaborateur en interne, mais c'est beaucoup plus d'argent, perdu in fine. Moi j'aime bien l'adage, hein, il faut, dépenser de l'argent pour gagner de l'argent, mais je trouve que c'est un excellent adage dans toutes les entreprises et pas que de l'industrie. Oui, c'est important de capitaliser sur ces managers. Oui, c'est difficile d'en trouver même à l'extérieur et d'autant plus dans des secteurs de l'industrie parce que un manager, qui vient de l'extérieur, n'est pas forcément en adéquation totale avec, les modes d'organisation, les horaires, le principe même de devoir coller au service de prod. Et donc c'est tout ça qu'il faut vraiment encore une fois challenger. Oui, c'est, évidemment, hyper important de former ces managers, surtout si on les fait évoluer en interne. Des petits Et voilà. chiffres de contexte après, si vous voulez. J'en ai dans mon chapeau Allez, sur le les management. chiffres, ça faisait longtemps. Allez, séquence chiffres, 65 des actifs, enfin des collaborateurs en industrie ne veulent plus manager.
Et Ouais, c'est On a vrai, c'est oui, un mouvement de fond, hein, pas qu'en ah industrie, ouais, c'est assez impressionnant. Chez les ouais, jeunes, ouais, c'est assez tout à impressionnant. fait. on a un vrai sujet d'attractivité du rôle de manager. Tout à fait. 57% des départs des collaborateurs sont liés au management. Heu, En fait, j'ai que 2 chiffres, mais je trouve que Ils sont écrasants. je suis pas sûre qu'une fois que ça, j'ai besoin d'en rajouter des masses, et qui illustre surtout très Non, non, bien, c'est ce c'est c'est qui écrasant. C'est c'est Oui, écrasant j'ai et j'ai lu du un coup, on un un y super les livre sur le sujet, mais j'ai oublié. ah! Ouais, j'ai oublié le titre du bouquin, mais c'est un livre effectivement qui parle de la défection, massive, des managers, en France, et pas que sur les plus jeunes générations, hein. Le courage managérial manque, l'exigence manque, la bienveillance, mais pas le mot galvaudé, la vraie. Il y a vraiment, un vrai sujet, chez les managers, et je pense que la crise covid aussi a fait beaucoup de mal, parce que ça a été, un petit peu les soupapes, les buffers, les courroies de distribution qui ont dû porter, voilà, des changements, sociétaux, mais les descendre dans l'entreprise, sur le terrain, et ça a, je pense, pas été simple, l'air de rien. Clairement. Carrément. Moi, j'ai 2 petites recos, à partager là-dessus. La première, c'est, dédramatiser les retours en arrière. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Hem, Ah il oui, tu veux dire de d'arrêter son rôle de manager, de dire: «Je Ouais, reviens en fait, collaborateur». exactement. En OK, fait, OK. aujourd'hui, on a encore un imaginaire collectif qui dit très fort que, c'est une ascension de devenir manager. Alors Mmh. qu'en fait, ça pourrait être juste, bah, essayer cette mission-là et puis, en fait, si jamais ça te plaît pas, bah, tu reviens, quoi. Et de vraiment valoriser, donc non seulement les parcours experts, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi valoriser le retour en arrière, en fait. Tu vas faire un test et puis si jamais, ça marche pas, bah, c'est pas grave, c'est OK. C'est pas pour autant que tu en seras pénalisé. Enfin, vraiment de voilà, test valoriser ça, je pense que c'est aussi important pour, dédramatiser le sujet. Et la deuxième chose, c'est ça, on le voit aussi, former, oui, évidemment, former en amont, mais surtout former pendant. Moi, j'ai vu trop souvent des clients qui font des formations management en amont ou au tout début. En fait, ce qui est important, Et c'est plus rien, ouais. en fait, c'est vraiment et c'est vrai que ça se joue au début, les jeunes managers, c'est évidemment que ça se joue au début, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du continu. Il faut nourrir parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure, ils vont être confrontés à des difficultés, et cetera. Et c'est là qu'il faut les suivre. Et Ouais. ça se fait très bien avec du codev, avec des choses de l'entre-pairs, il y a plein de vidéos, il y a beaucoup de contenu qui existe, mais par contre, c'est du continu. Et surtout, il ne faut pas faire que avant, il faut Mmh, vraiment bien faire en sûr. continu. La formation, elle est continue, elle est pas que pour les personnes qui produisent, elle est pour tout un chacun, de toute façon, ouais. Ouais. Exactement. Mais moi, je dirais qu'on est dans les top 3 des priorités, hein, soigner le soigner le management, hein. OK, je rappelle, tous ces sujets-là, ces 10 enjeux-là qu'on est en train d'aborder, nous, on a aussi besoin de vos retours, pour muscler notre connaissance et la finesse, de ce qui se passe vraiment dans vos entreprises. Donc j'en profite pour rappeler que SVP, nous permet d'avoir cette, grande étude sur, les pratiques RH de l'industrie. Donc, on vous a mis le lien et en description et dans le chat ici. Donc, surtout, s'il vous plaît, enfin, pas candidater, n'importe quoi, pardon. Répondez parce que c'est hyper essentiel d'être au plus proche de ce que vous vivez vraiment, quoi. Après, que vous nous disiez pas, bah oui, mais non, c'est pas tout à fait ça. Bah voilà, dites-le nous. On a besoin de vous entendre. Voilà, c'est à ton tour. À Ton moi, du dernier coup, post-it, pour le dernier, c'est à toi, du coup. performance RH. Je Waouh, m'écoute. j'adore! Yeah. Et vaste sujet. Pourquoi performance RH? En échangeant régulièrement avec des RH, moi j'entends, bah, on l'a encore eu, on est au four et au moulin. Là, énormément de sujets qui sont rajoutés, on n'est pas forcément assez entendu. Enfin voilà, énormément de sujets sur l'organisation et de la performance RH. Moi là-dessus, j'avais 3 grosses idées que j'ai envie de partager vraiment en termes de, de, de conseils. Le premier, c'est faites des roadmaps RH. Prenez le temps de structurer des roadmaps RH, calez votre vision, vos priorités, et vraiment posez vos projets, posez les choses et soyez intraitable là-dessus.
Effectivement, moi, je croise beaucoup de RH qui viennent nous dire: «Mais je suis débordé, j'ai des urgences» et cetera. C'est aussi en posant sa roadmap RH qu'on arrive à dire non. C'est plus Ouais, ton facile de dire garde-fou, non ton exactement, garde-fou, ouais. c'est exactement ça. C'est la digue naturelle à toutes les sollicitations et à toutes les urgences du quotidien. Et en fait, c'est ce qui va permettre de dire à un manager: «Écoute, oui, là, je sens que tu as besoin de moi, effectivement, mais là, en ce moment, je suis en train de bosser là-dessus, c'est un sujet qui va te servir. Aide-moi, fais-le à ma place, sers de relais. Par contre, effectivement, là, je bosse sur ce sujet-là». Et vraiment, voilà, structurer une roadmap, structurer une vision, structurer une roadmap qui, du coup, permet de tenir son cadre et d'être un peu intraitable sur, bah, en fait, j'ai mes prios, j'ai pas le temps de m'occuper de ça parce que je bosse là-dessus. C'est vraiment un moyen de gagner en performance. Et ça me fait rebondir sur mon deuxième point qui est les managers. Moi, j'aime bien dire vraiment le manager, c'est l'extension de l'équipe RH. Il faut s'appuyer sur les managers. Il faut vraiment faire en sorte qu'ils puissent être des relais, ils puissent permettre de gagner du temps, ils puissent permettre de faire passer les messages. Si vous avez une vision, vous voulez transmettre des choses, mais que les managers ne sont pas embarqués, eh ben, on se retrouve à pédaler dans la semoule. Et donc, comment est-ce qu'on emmène ces managers? Comment est-ce on leur partage la vision? Comment est-ce qu'on les forme? Comment est-ce qu'ils prennent le relais pour que derrière, on puisse gagner du temps? Et dernier point, il suffit pas de s'appuyer sur les managers, il faut aller sur le terrain et ça vraiment, je pense qu'il faut je ne peux que le redire, je sais Claire, ça va te parler aussi, mais vraiment aller sur le terrain, faites des visites, mettez vos chaussures de sécu, prenez le temps, faites des moments où juste vous vous posez, vous ouvrez le discours, soyez présents. Enfin, en fait, voilà, la proximité de terrain, pour moi, c'est un indispensable pour donner du sens à tout le reste, pour que la roadmap, elle soit structurée et elle soit cohérente, pour que le lien avec les managers, il soit vraiment construit, il ne soit pas superficiel. Ça passe par de la présence. Moi, j'ai plein de choses à ajouter sur la performance RH. Je sais que c'est un de mes sujets de cœur. Moi, je suis tiquée de Lean, donc j'applique le Lean à la fonction RH. Donc, il y a plein de choses à dire. Moi, je dirais que la première chose à faire quand on est débordé, qu'on ne sait plus très bien ce qui est prioritaire ou pas, en tout cas après, le prérequis étant la feuille de route, mais en tout cas après la feuille de route, me semble être de se dire bah, quels sont mes plus gros cailloux dans la godasse, qu'est-ce qui revient le plus en termes d'irritants et pourquoi. Et donc, de venir mettre à plat ces processus RH, où est-ce que je perds du temps, etc. Et pas tous ces processus. Voilà. En une semaine, quels sont ceux sur lesquels je passe le plus de temps? Est-ce que j'ai de la valeur ajoutée en tant que DRH, en tant que RRH, en tant que RH, peu importe, sur ces processus ou sur ces tâches d'un processus? Oui, non. Est-ce que c'est aligné à ma roadmap? Oui, non. Ça ne l'est pas, on supprime, on automatise, on met de l'IA, on dégage. Voilà et pas, de le faire, heu, un peu chaque semaine. Mmh. Voilà, ce serait un peu mon conseil de pas y passer 2 heures par semaine, mais se dire: «Bah, allez, je me dis 30 minutes par semaine, Amélioration je continue. ouais, 30 minutes par semaine, soit avec mon équipe, et c'est l'idéal. Voilà, en équipe, point de vue lundi matin, bah, qu'est-ce qui s'est mal passé la semaine dernière? OK, pourquoi? Pourquoi on a galéré sur ce sujet-là? Pourquoi on a galéré sur ce recrutement-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi notre process? Qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on optimise? Et hop, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin d'en faire des milliers, des cents, juste ça. Et chaque semaine, on pose une brique qui va soulager notre quotidien. Pas pour en faire plus, juste pour faire mieux, en fait. Ouais, Voilà, mais je m'arrête parce que j'adore ce sujet, tu le sais. on parlait des heures. Ah! Légèrement. Je peux parler des heures tout court d'ailleurs. Heu, j'ai un dernier, j'avoue, je dois vous confesser un truc, c'est pas mon sujet favori. Je On suis va t'aider. pas, On va t'aider. ouais, vous Je ne allez peux pas te m'aider, coacher, mais C'est je sais pas, la RSE, je crois, ouais, c'est ouais, ça? Ouais, par ça. élimination. Par élimination, c'est ça. J'avoue que tous les autres sujets, je suis bien, genre je suis confiante. Celui-là, bon, c'est pas mon expertise. C'est pas mon expertise, je l'avoue, on peut pas tout savoir. Moi, ce que j'ai envie de dire, là-dessus, c'est que, en tout cas, je pense qu'il peut pas y avoir d'industrie performante, sans qu'elle soit, suffisamment responsable de ses actions. Et la RSE, on peut très souvent
on part du principe que c'est juste les sujets du développement durable, sujets environnementaux, et cetera, alors que, c'est bien plus large que ça, parce qu'il y a sociétal aussi dedans. Mmh. En tout cas, c'est quelle est, la responsabilité de l'entreprise dans le monde dans lequel nous vivons? Je pense que c'est ça la bonne définition, et donc à mon sens, elle peut pas être performante si on prend pas connaissance de ces enjeux-là qui aujourd'hui sont nos enjeux tout simplement de pérennité sur notre planète. Donc il y a plein d'exemples. Moi, je pense à notamment l'exemple de Pays Basque Industrie, que j'ai reçu. J'ai reçu Thibaut, le délégué général de Pays Basque Industrie. Ils ont fait des choses absolument dingues sur leur territoire. En fait, ils ont mobilisé différentes industriels pour faire du recyclage de matières plastiques et composites, pour recréer un nouveau produit sur la base des déchets. Euh, et en fait, en creusant dans l'épisode, et ben, on voit qu'on a tous les salariés en fait qui sont hyper enthousiasmés par ce projet, qui sont hyper engagés, et aussi les acheteurs, parce que mine de rien, ça fait sens. On voit l'exemple de Recyc Matelas, je vous l'ai déjà parlé, mais qui travaille à la fois le sociétal et l'environnemental, parce que Recyc Matelas, autant vous dire qu'ils recyclent des matelas, hein, par l'insertion de personnes en situation éloignée de l'emploi. En fait, je pense que c'est un peu l'avenir, et c'est un peu comme ça qu'on va arriver à une boucle vertueuse, qu'on va aussi arriver à prouver au grand public, parce que là, on se parle un peu entre convaincus, hein, mais on va aussi réussir à prouver au grand public que l'industrie, c'est pas juste polluant, qu'il vaut mieux qu'on qu'on recrée des chaînes de valeur en France, en Europe, qui justement soient plus respectueuses de l'environnement dans lequel on évolue, plus respectueuses en tout cas de notre nouveau projet de société. Donc, j'y connais pas grand-chose à ces sujets, mais c'est plus ce que j'avais envie de partager. Mais clairement, je suis pas experte RSE, donc je vais m'arrêter là. Voilà, si vous voulez rebondir. Heu, Je monte au oui, non, flagelle. non, mais c'est après c'est effectivement, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est aussi, le monde change. Je pense que qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de travailler dans cette société plutôt qu'une autre? C'est peut-être tout simplement, que cette société se remet en question. Mmh. Elle se remet en question, elle se repositionne, elle Enfin, s'adapte, d'humilité, elle en regarde fait. ce qui se passe. Voilà, c'est ça, elle regarde ce qui se passe, à l'intérieur, auprès de ses collaborateurs et puis elle regarde ce qui se passe dehors. Et ça aussi, c'est de l'attractivité finalement, pour une personne, alors on va pas parler de ça d'ailleurs du du rayonnement, des entreprises et de la mise en concurrence potentielle, d'une entreprise par rapport à une autre. On n'a pas encore évoqué ce sujet. Mais c'est ça aussi, c'est que faire parler de soi, communiquer sur son entreprise, communiquer sur ses actions, c'est pas juste heu voilà, exprimer la taille de son ego. C'est vraiment pour effectivement dire: «Bah, oui, moi, je me remets en question. Moi, avec mon entreprise, je me remets en question» et ça, c'est important, oui, clairement et c'est ça qui va faire effectivement que les plus jeunes générations vont peut-être se tourner vers des univers, qu'elles n'auraient pas, envisagés au préalable. Mmh. OK. Alex, tu souhaites réagir? Bah, moi, je suis à la fois, enfin, je pense que, on a pour le coup, c'est ma casquette, chef d'entreprise je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise, à contribuer à agir parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui effectivement, méritent d'être améliorées sur tous ces sujets, sociétaux, environnementaux et cetera et je pense que les entreprises ont les moyens d'avoir de l'impact et qu'il faut le faire. Donc, déjà d'un point de vue personnel, je pense qu'effectivement, il y a enfin, c'est important de le faire et je suis complètement d'accord avec vous, tant sur le côté, cohérence globale. En fait, une organisation qui s'occupe bien de ses salariés, c'est aussi une organisation qui pense à l'externe, qui pense à son impact, qui pense à son impact, social, environnemental, écologique et cetera. Et puis en fait, c'est peut-être pour le coup, l'argument à donner à une direction un peu frileuse, mais en fait, c'est un vrai argument de marque employeur. Aujourd'hui, vraiment, moi, je vois des salariés qui sont concernés par ces sujets-là, et qui vont s'intéresser à ces sujets-là et qui vont être touchés par des organisations qui mettent ça en place. Donc, il y a aussi, je pense, des arguments à faire valoir à une direction si jamais ils ne sont pas extrêmement convaincus, de vouloir investir là-dedans, mais je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus aussi. Bon, on a refait le monde. On a refait le monde.
Je pense on aurait pu continuer les heures, mais nous voilà à la fin de ce podcast live. Euh, Élodie, Alex, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce qu'on clôture là-dessus? Nous, on a pu se retrouver, en tout cas, tous les trois, le 15 juin à la cérémonie du coup des trophées de l'industrie qui fait envie. On attend vos candidatures aussi, si vous ne l'avez pas fait encore. Voilà, dernière ligne droite, dernière semaine là pour candidater. Est-ce que vous voulez un mot de la fin? Je sais pas, Moi, j'improvise. je veux bien juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est effectivement hyper important. Le côté, on a abordé plein de sujets. On les a pas forcément tous énormément creusés, mais en fait, et je reviens sur ce que je disais sur le sujet de la priorisation et de la roadmap. À vous effectivement de caler votre vision, de caler vos prios, de caler votre roadmap et ensuite d'aller chercher dans tous les sujets, qu'on a pu aborder de l'inspiration pour ensuite les creuser. Mais je pense qu'effectivement, faut prendre tout ce qu'on vient de dire comme un point de départ, sur des réflexions à ouvrir sur plein de sujets. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui pour des équipes RH, c'est vraiment se structurer pour savoir par quoi commencer, parce qu'on peut effectivement pas tout aborder, en même temps. On est d'accord. On est d'accord. Je pense qu'il y a pas de on a suffisamment de culpabilité pour pas s'en rajouter. Voilà, on fait Bien. tous au mieux. Je pense que tu vois, c'est pareil, il y a un truc aussi un peu de vouloir être toujours, la meilleure version de soi-même là, une forme de pression qu'on se rajoute, Ouais, voilà, faut en juste un fait, peu la de recul des fois. non, mais tu vois, c'est vrai, moi qui baigne dans l'entrepreneuriat là, en ce moment, j'en ai ras-le-bol d'entendre ce discours-là de soit la meilleure non, mais en fait, je fais juste ce que je peux les gars et Ça on fait est déjà tous beaucoup. et c'est déjà beaucoup et effectivement donc en tout cas, on veut pas du moralisateur. La question, c'est qu'est-ce qui est prio? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui répond à vos enjeux du moment? Et où est-ce que vous allez? Élodie, un mot de la fin? Un seul, ce sera difficile, Pas un seul, mais oui, oui, ouah! non, mais beaucoup de choses effectivement, et je te rejoins, Alex, hein, c'est chaque entreprise qui doit se poser et déterminer quels sont, ses enjeux pour elle. Quelles sont les priorités, leurs priorités, ce sur quoi, on veut travailler, d'abord, et qu'est-ce qu'on veut dérisquer d'abord, donc c'est vraiment plus ça, aborder à la fois les choses, avec sérieux, mais aussi avec simplicité. Ce que tu disais, moi aussi j'aime beaucoup le lean, alors moi je suis même carrément plus extrême, hein. Je suis carrément, on bloque, une journée entière dans l'agenda et on va même à l'extérieur et on oublie tout et on prend vraiment de recul, on fait pas semblant et on casse tout et on reconstruit tout. Enfin voilà, je suis pas, tout est possible quand on a envie, en tout cas, quand on a envie de vouloir faire que les choses changent, pour son entreprise, il faut se donner les moyens. Voilà. Merci à vous 2. Merci à vous qui étiez, connectés. Merci à toi, merci pour Heu, l'invitation. Bah, écoute, c'était chouette. Tu sais, quand c'est des sujets qui me parlent, c'est avec plaisir, hein. C'est quand même plus sympa de se retrouver à 3 plutôt qu'à parler toute seule. Vous en conviendrez. Donc, merci à vous, merci à SVP, merci à Empowill surtout, vous savez, d'être partenaire, co-organisateur des trophées et de nous permettre d'avoir cette très belle étude des pratiques RH dans l'industrie. Merci Elodie, merci Alex, Merci Claire, et puis Merci à Claire. bientôt. à Bye. bientôt.